Merci beaucoup, Martine. Merci à ceux et celles qui ont permis la tenue de ces assises. Et merci de cette invitation. Bon, je pense que, étant donné l'assistance, nous voyons à quel point peut-être une fenêtre s'ouvre pour qu'il puisse y avoir un débat public sur ce sujet qui est très largement mis sous le tapis. Alors, je voudrais effectivement voir dans quelle mesure la GPA pourrait être éthique, parce qu'on sait que cette perspective d'une GPA éthique, c'est peut-être un des verrous que nous avons à faire sauter pour affirmer que la GPA en elle-même ne peut pas être éthique. Donc je vais essayer de le montrer dans le temps qui m'est imparti. D'abord, je voudrais dire que l'émergence de cette question de la GPA ne se situe absolument pas dans une continuité historique. Nous vivons une rupture aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui surviendrait progressivement et qu'il s'agirait maintenant de légaliser en bout de course. C'est véritablement une rupture. Et cette GPA s'inscrit en fait dans un processus plus global de construction depuis une trentaine, quarantaine d'années de ce qu'on appelle une économie de la vie, une économie du vivant, une économie de la vie et une économie de la reproduction. Et c'est à peu près depuis les années 1980, depuis la possibilité qui a été donnée de poser des brevets sur le vivant. Ce sont les années 80. Et là, en autorisant la privatisation du vivant, on a supprimé une frontière qui était très importante entre ce qui est de l'ordre de l'animé et ce qui est de l'ordre de l'inanimé. Les brevets, jusque-là, portaient strictement sur l'inanimé et non pas sur l'animé. Et là, les perspectives des industries de la biotechnologie, de la bio-ingénierie ont été telles qu'on a eu une accélération dans ces années-là de tout ce processus de privatisation du vivant. Et en même temps, du coup, une redéfinition du vivant. Et donc une redéfinition de la vie, parce que le vivant est passé finalement d'adjectif, organisme vivant, à un substantif. On parle du vivant, le vivant. Qu'est-ce que le vivant ? Eh bien, le vivant, c'est un ensemble de pièces détachées, je dirais. C'est un ensemble de pièces détachées et séparées. Ce sont des ovules pour les femmes, ce sont des tissus, ce sont des organes, ce sont des cellules qui sont fragmentées, qui sont séparables, qui sont substituables et à ce titre privatisables. Et marchandisables, évidemment. Et ceci a conduit à parler de matière biologique, de ressources biologiques. Et je voudrais dire que la première fois où le terme ressources biologiques est utilisé dans des textes internationaux, c'est lors du sommet de la Terre à Rio en 1992. Ceci avec les meilleures intentions du monde, comme toujours. C'est la Convention sur la diversité biologique qui a pour but de faire face au risque de disparition, de perte des richesses en biodiversité, qui emploie dans son texte, la Convention, la notion de ressources biologiques et de revenus liés à ces ressources biologiques. Là, c'était déjà une rupture dans toute la conception de la vie et du vivant. Et donc, la naissance telle que nous pouvions l'envisager comme un acte unique, un acte inouï, non rationalisable, fait d'incertitudes, eh bien la naissance, elle tend à passer dans cette économie de la vie, dans le registre de la fabrication. Dans le registre de la fabrication, et du coup la procréation est une branche de l'économie de la vie. Bon, je ne veux pas trop m'étendre, ça s'appelle la bioéconomie, qui complète très largement ce que d'autres appelaient la biopolitique. Et donc, la procréation s'appelle aujourd'hui, c'est un service économique, c'est construit comme un service économique. Et pour se construire comme un service économique, il est nécessaire de rompre avec toute éthique a priori. Sinon, on n'est pas dans le domaine de l'économie. L'économie se construit précisément par une rupture avec l'éthique. En effet, si je prends même le terme, c'est vrai, qui se veut un peu euphémisé, GPA, au lieu de parler de maternité de substitution, GPA, c'est gestation. Ce terme, déjà, tend à faire finalement de la procréation un acte de nature, strictement de nature. Et à ce titre, il peut être parfaitement délocalisé.
Et il peut être aussi remplacé par un acte technique. Ça veut dire que je pense aujourd'hui que si la GPA s'institutionnalisait, elle pourrait être dans quelques années, je ne l'espère pas, un ancêtre un peu, mal fichu d'un utérus artificiel qui, lui, serait beaucoup plus efficient, puisque là, clairement, la matrice serait technique et on n'aurait plus à s'embarrasser avec ces problèmes d'une mère porteuse et d'un possible surgissement d'une éthique justement liée à l'être vivant. Donc, la gestation, elle est délocalisable et on peut la remplacer par un acte technique. Et l'utérus des femmes, donc, est capable de produire un service corporel. Ce qui est très important, je crois, à voir, c'est qu'on ne marchandise pas les enfants avec la GPA. C'est plus subtil. Et je crois qu'il faut absolument, c'est comme pour la biodiversité, aujourd'hui on parle de services écosystémiques. On ne marchandise pas, on ne met pas un prix sur les espèces, on met un prix sur les services que rendent ces espèces. Et ça, c'est très important dans la controverse. Donc, c'est le service rendu par l'utérus qui est un service écosystémique, on appelle ça l'économie verte, un service écosystémique rendu par la nature. Là, c'est l'utérus. Ce service écosystémique, c'est le pouvoir de reproduction. Mais pour que, véritablement, il puisse y avoir ce service, il faut qu'il soit détaché de la mère. Voilà pourquoi, effectivement, on crée des usines à bébés en Inde, dont la fonction essentielle, c'est de rationaliser de manière instrumentale cet acte de façon à ce que l'acte soit rendu indépendant véritablement de la mère porteuse, de la mère non génétique, mais de la mère qui peut être considérée comme biologique. Donc il y a un détachement radical par rapport aux personnes, sinon il ne peut pas y avoir de service corporel marchandisable. Et à partir de là, il peut y avoir un échange contractuel avec deux contractants, c'est typiquement l'échange marchand, un échange donnant-donnant, et typiquement l'échange marchand, l'échange donnant-donnant, c'est un échange qui clôt la relation. Il n'y a plus de relation entre une fois que le service corporel a été échangé, et on peut avoir une gestation planifiée, négociée et contractualisée. Alors, pour que le produit, justement, soit échangeable et négociable, pour qu'il soit évaluable, il a fallu opérer cette réduction économiste, cette neutralisation éthique, cette abstraction de toute éthique a priori. Du coup, la mère porteuse se confond totalement avec la matérialité de son organisme, et donc on a là l'objectivation quasiment totalement réalisée de la matière reproductive et du vivant. Alors, un dernier mot sur... Qu'appelle-t-on éthique pour ceux ou celles qui aujourd'hui défendent la GPA éthique, puisque l'éthique a été, je dirais, totalement exclue de la construction du contrat, puisque là, il ne peut pas y avoir d'éthique, sinon il n'y a pas de contrat économique, sinon il n'y a pas de service économique corporel. Alors que signifierait une GPA éthique ? Eh bien, nous savons très bien que pour qu'un marché puisse exister, il faut qu'il y ait un certain nombre de règles. C'est une croyance fausse que de croire que le marché, il est spontané, il est naturel. Tous les marchés, pas seulement le marché du vivant, tous les marchés sont des marchés entourés de règles, parce que pour que l'échange puisse se réaliser, il faut qu'il y ait un minimum de confiance, que les règles de l'échange soient précisées. Et effectivement, celles ou ceux qui parlent aujourd'hui de GPA éthique parlent essentiellement des règles qui devraient figurer dans le contrat, qui fixe la rémunération, qui fixe la compensation, comme ils disent, pour ne pas parler de rémunération, qui fixe les modalités de livraison du produit, je dirais aussi de qualité du produit, parce que le droit à l'enfant, c'est aussi le droit à un enfant de qualité. Quand on veut des droits aux soins, le droit à la santé, c'est la santé de qualité. Le droit à un logement, ce n'est pas le droit à un taudis, c'est un droit à un logement de qualité. Donc derrière le droit à l'enfant, l'étape suivante, c'est bien sûr le droit à un enfant de qualité. C'est inadmissible d'avoir un enfant qui ne serait pas un enfant de bonne qualité. Donc tout ceci, bien entendu, de manière plus ou moins explicite, doit figurer dans le contrat. Et en fait, l'éthique dont on parle aujourd'hui, c'est tout simplement une sorte de mode d'emploi pour le marché. C'est ce qu'on appelle ailleurs l'éthique du business. C'est une sorte de déontologie,
Mais c'est une éthique donc qui est purement instrumentale et qui doit permettre que l'échange se passe de manière la plus juste possible, parce que sinon, dans le marché met en scène aussi un échange juste, voire même le libre-échange, et là on retrouve toutes les représentations du libre-échange, un échange librement consenti, finalement produit le bien parce que les deux parties de l'échange s'y retrouvent. Les femmes ou les couples qui ont passé commande accomplissent leur droit à l'enfant et la mère porteuse y trouve un revenu. Et c'est cet échange qui produit le bien. On est typiquement dans une morale de type conséquentialiste. Toute la pensée économique est construite sur ce type de morale. Il n'y a pas d'éthique a priori. C'est l'échange qui va produire l'éthique et c'est bien puisque la mère porteuse, surtout, nous dit-on, s'y retrouve. C'est terminé. Donc, je conclus véritablement maintenant en disant que cette éthique instrumentale ne peut pas supprimer les questions fondamentales que nous avons, qui est celle de l'instrumentalisation du vivant, de l'inversion des moyens et des fins, comme cela a été dit. Et ce qui, je crois, rend les choses extrêmement urgentes, c'est que nous sommes dans des sociétés qui sont très largement en panne d'imagination politique, en panne d'imagination sociale, en panne de promesses. Et aujourd'hui, les promesses, ce sont lesquelles? C'est des promesses de longévité de la vie, c'est des promesses d'amélioration de la vie. Telles sont les promesses aujourd'hui. Et effectivement, la GPA peut ouvrir très largement encore les vannes de ce qu'on appelle l'amélioration d'une humanité qui serait un peu plus efficiente parce qu'on aurait réduit de l'incertitude et la GPA entre là-dedans. Je voudrais dire quand même que le sommet qui s'est tenu à Davos il y a maintenant un mois, qui est le sommet des élites du monde, dirons-nous, était strictement centré sur les révolutions techniques et sur justement l'espérance technicienne. C'est très révélateur de voir comment, à des moments où nous sommes assaillis de menaces, que ce soit des menaces écologiques, sociales, démocratiques, eh bien, il y ait cette promesse technicienne dans laquelle entre la GPA qui soit autant mise en avant. Je vous remercie.